Bonjour, alors comment naissent nos rencontres? Eh bien de différentes manières. En l'occurrence aujourd'hui, c'est un article paru dans le magazine de la Touraine qui m'a donné envie de découvrir Luynes. Et qui mieux que l'auteur de ce papier pour découvrir cette commune toute proche de Tours? Le mieux est donc de lever le nez en l'air en compagnie de mon guide Sébastien Drouet. C'est lui qui va me présenter Patrick Villain, un collectionneur passionné par les gramophones depuis 40 ans. On croisera aussi Joël Miot. On croirait qu'il y est né tant il est bien intégré depuis 10 ans. Il travaille pour l'école de cirque installée à Luynes. Je vous emmènerai également découvrir cet incroyable aqueduc aux portes du village. Et pour finir, on jouera tout simplement à la boule de phare. Si Sébastien, angevin installé en Touraine depuis 15 ans, s'est penché sur Luynes pour le magazine de la Touraine, c'est parce que cette jolie commune va très prochainement être classée pour son caractère exceptionnel et son histoire riche. Se retrouver au pied de l'hôtel de ville, en plein cœur de Luynes, c'était votre idée ça? C'est toujours par la place de l'hôtel de ville que je commence mes reportages. On a une belle vue sur l'ensemble du patrimoine, notamment le fameux château des Ducs. Là, on arrive au hall de Luynes. C'était une place centrale, forcément très commerçante à l'époque. Ça l'est toujours un petit peu, il y a toujours un marché. Il faut s'imaginer la place telle qu'elle était au XVe siècle, avec des maisons de marchands tout autour. C'était un des âges d'or de Luynes à l'époque, le XVe siècle, parce que les barons de Maillé, ça ne s'appelait pas encore Luynes, ça s'appelait Maillé. Et les barons de Maillé étaient dans les petits papiers de Louis XI, à l'époque où Louis XI habitait du côté de Tours. Ouais. Capitale du royaume en l'occurrence à l'époque. Et donc ici c'était plutôt riche. Les petits ducs, c'est quoi ça hein? Je ne connais pas. On peut essayer. Ah bah oui, on va essayer, tiens. Allez, donc. On y va. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. On a été attirés par votre pancarte surtout sur les... vous, hein. Surtout lui. moi, Surtout sur lui. les petits ducs. Qu'est-ce Pour que les c'est petits comme ducs. Les petits ducs, c'est des spécialités locales, ce sont des petits chocolats. Des petits chocolats? Voilà, ça se présente comme ça. Oh. Voilà. Et il y a quoi à l'intérieur? Alors, les petits ducs, ce sont en fait 2 petites noisettes enrobées de caramel et roulées dans du chocolat et trempées dans du pailleté fin. Voilà. Et c'est vous qui l'avez inventé? On en trouve Alors ici? non du tout en fait, c'est une vieille recette en fait d'un pâtissier de Luynes en fait, qui l'a transmis quand il a fermé sa boutique à la boulangerie d'ici, qui nous l'a retransmis ensuite. Voilà. Ah donc c'est vraiment une spécialité de la commune. De la commune, hein. Voilà. Est-ce que vous voulez goûter les petits ducs? Oh je veux bien, avec bah plaisir. tiens, hein. Ah oui, c'est moi vous le gourmand. Dit que c'était lui qui avait vu le panneau. Ah oui, voilà, ça semblait bien. Parfait. Je ne pourrais pas vous dire. Ça c'est du coin aussi, hein? Oui, la tarte vigneronne, c'est du coin, oui. C'est du Chinonnet à l'origine. Ouais. Et après, en fait, voilà. Pomme et vin, si je me souviens bien. C'est ça, tarte fine aux pommes avec une confiture de vin de Chinon. Et ça? Alors, le Saint-Martin, c'est la dernière nouveauté en fait, des pâtissiers de Touraine pour fêter le 1700e anniversaire de Saint-Martin. C'est un petit biscuit croustillant en fait aux noisettes, avec un biscuit moelleux à la noisette et un caramel tendre à la framboise. Luynes a donc sa spécialité gourmande, mais aussi sa propre radio. Mais oui, RFL 101 diffuse de la musique, du jazz essentiellement, et pas mal de découvertes, et ses auditeurs l'aiment aussi pour ça. À RFL 101, il y a un responsable de la programmation. Bonjour, tout de suite, les nouveautés d'RFL 101 avec Canel et Lucille. 2 jeunes filles en service civique. Et quelques vieux de la vieille. Bonjour, Jacques au micro, RFL 101, sport, rétro, sociaux. Au total, 14 bénévoles participent au programme de la radio associative de Luynes. Une radio associative, on a la liberté du ton, c'est-à-dire on peut aborder les sujets qu'on souhaite aborder. Et la particularité de RFL 101, c'est la programmation musicale. Donc on présente des artistes qu'on n'entend pas au niveau national, même au niveau régional. Les ondes de RFL 101 diffusent 4 heures d'émissions enregistrées quotidiennement, dédiées à la culture locale.
Laurent y contribue comme bénévole depuis les tout débuts. Alors nous nous trouvons ici au cœur de Luynes, devant la grange qui anciennement était les locaux de RFL 101. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est née la radio RFL 101 ? Oui, alors donc c'est les lois Mitterrand sur les radios associatives. Donc cette radio est la plus vieille d'Indre-et-Loire, elle a plus de 30 ans aujourd'hui. Je me souviens qu'il y avait une des premières émissions qui s'appelait Equivox 101, qui était faite par des homos, qui était très novateur à l'époque. Nous, on faisait venir des groupes qui jouaient directement dans le studio. Donc il y a eu des moments dantesques dans ce studio. Il s'est passé beaucoup de choses. Et vous avez commencé à quel âge la radio ? Moi, je faisais un BTS force de vente. C'est avec 2 amis, on voulait absolument faire de la radio. On avait fait une émission de chansons à texte qui s'appelait Chant libre. Et ce qui était sympa à l'époque, c'est que il n'y avait pas toutes ces... c'est-à-dire qu'on pouvait fumer dans le studio, on amenait à boire, c'était super convivial, quoi. Et je me souviens que les émissions, des fois on commençait à 20h et on finissait à 4-5 heures du matin quand même. L'émulation collective et l'énergie subversive de Radio Cactus, le premier nom de RFL 101, existent toujours malgré les évolutions des techniques et des normes qui laissent un peu moins de place au débordement. On vient par passion. Lorsqu'on fait les choses par passion, on fait les choses avec notre cœur et après la magie fonctionne. Aujourd'hui, nous allons vous parler du premier buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et oui, vous ne le savez pas, mais ce buteur, il est tourangeau. Si je vous raconte l'histoire de Otniel, que l'on appelait Oni, c'est parce qu'il a eu un destin absolument extraordinaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Finalement, et je vous la fais courte, je ne vais pas faire dans le mélodrame, moi je pousse un petit coup de gueule. Cette histoire m'a toujours énervé. Oni, si tu m'entends, je te salue. À la semaine prochaine sur... Leur rêve, déménager près du nouveau pôle culturel, ce qui permettrait de nouer de nouveaux partenariats, mais aussi de diffuser les concerts programmés en direct et assurer ainsi la pérennité de la petite radio. Des rêves, Patrick Villain aussi en avait un, et même qu'il l'a fait. Créer un musée avec ses dizaines de gramophones collectionnés depuis 40 ans. Ancien brocanteur, aujourd'hui retraité, il fait sa première rencontre avec un phono lors d'une vente aux enchères à Chinon. Il n'a que 21 ans. Elle a commencé comment, votre collection, en fait Je suis allé à Chinon acheter donc une gazinière et je suis ressorti avec un phonographe. Ça fait moins bien la cuisine, quand même. Et dans cette grange, alors est-ce qu'il y a une première pièce ou votre première pièce collectionnée ? Ah bah oui, ma première insolite, donc j'ai acheté à Chinon, la voici. Ah, c'est celle-ci par laquelle vous êtes arrivé ? Que j'ai acheté à l'époque 50 francs. Ça, c'est la gazinière, ça ? Voilà, c'est la gazinière, bah oui. La gazinière musicale. Voilà, qui fonctionne nullement électrique, ça fonctionne avec une aiguille en acier, et il y a un moteur avec un ressort. Ah, j'y connais rien du tout. Et si vous voulez, on peut l'écouter ensemble. On peut piocher dans tous les capots, sur le plancher des vaches, le vin, les femmes, on a tout ça, mais oui... Et le volume, c'est où ? On ne peut pas régler. Ah, il n'y a pas de volume. On peut pas C'était régler. tout le temps la fiesta, C'est quoi. toujours la fiesta, voilà, c'est toujours... Voilà. Il y a quelqu'un qui a inventé le phonographe ? Ah bah, oui, ça on peut en parler. Bon, vous savez que c'est Thomas Edison qui l'a breveté parce qu'il a eu l'argent pour le faire, mais à la base, c'est Charles Cros, un Français, il a été aux sciences pour le présenter, et on lui demandait à l'époque 100 francs. D'accord. Mais 100 francs, ça valait une fortune, c'était le prix d'une maison presque. Alors, conclusion, bah, il n'a pas pu breveter notre... Charles Cros, c'est bien malheureux, mais c'est quand même un Français qui l'a inventé à la base. Alors on l'écoute cet engin de 1910, hein. Outil franco-allemand alors. Hein. Oui. Ah oui, c'est gai. Et vous les trouvez où tous ces objets alors ? Bah, disons que j'ai la chance d'être aussi brocanteur. Donc, étant brocanteur, j'ai beaucoup de collègues qui m'appellent en disant « Patrick, j'ai trouvé quelque chose dans le grenier, écoute, viens voir, tu l'as peut-être ou tu ne l'as pas ». Alors, je les aide, je les oriente et souvent, je l'achète. Les premiers disques, c'était les disques en cire. Voilà.
qui est de 1900, donc qui a plus de 100 ans. Ça a duré longtemps, ça? Non, parce que le modernisme, après, est arrivé vite. Le disque plat, c'est Emil Berliner, un Allemand qui l'a inventé, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est sur une face. Moi aussi, j'ai mon MP4. Alors, c'est un Mickeyphone, c'est suisse, tout se plie. Hein, ça, c'est de la bakélite, parce que le plastique n'existait pas à l'époque. On mettait le diaphragme et la tête à l'intérieur, on pliait, et on pouvait le mettre dans la poche. On remonte. C'était à la force du poignet. Je vais mettre mon disque. Quand sous les soleils, les filles sont belles, du côté de nos gens. Là, c'est l'envers du décor. Voilà. J'ai deux pièces insolites, le Mickeyphone suisse, le petit MP4 qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a découvert, et le fameux limonaire. Parce que tout collectionneur de phonographes veut un limonaire ou un petit orgue de Barbarie. Et vous allez voir, ça marche, ça fonctionne bien. Ah bah ça, je connais. Ah. C'est Rock Around the Clock. Voilà. On danse? Ouais. Après cette petite mise en jambe musicale, nous sommes fin prêts pour une séance d'acrobranche. À quelques minutes d'ici, à Fondette, on retrouve Cédric de la Canopée Enchantée et son truc à lui, ce sont les arbres. Pour accompagner Cédric, il faut comme lui aimer prendre de la hauteur. C'est un métier, vaut mieux pas avoir le vertige. Non, 15 mètres, c'est pas très très haut. Hein. On peut monter beaucoup plus haut, hein, plus de 30 mètres. Hein. Là, alors qu'est-ce qu'on fait là? Ah ouais, on va défourcher. À certains moments de l'année, Cédric taille, raccourcit et tête, dans le respect de chaque essence d'arbre. L'élagage est un art à part entière. C'est vraiment l'expression de soi-même. Hein. Une fois qu'on sait tailler, chacun peut s'exprimer par le biais de la taille en fait. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Je suis tout seul avec mon arbre et je suis bien comme ça. Peut-être aussi un retour à l'instinct animal. Avant, on n'avait pas besoin de cordes hein, pour monter là-haut. Hein. C'est ma vie, c'est mon boulot, c'est mon quotidien. J'y grimpe, j'y travaille, j'y dors, j'y mange. Donc il faut aimer ça, forcément. Surtout quand il fait moins 10, qu'il pleut. Voilà. Ah, j'ai un nœud qui descend. Au revoir. Ouais, les hasards de la vie. Les rencontres, souvent on parle de rencontres humaines et là je pense que c'était une rencontre végétale. Sa passion l'a pourtant relié à d'autres êtres humains, eux aussi amoureux des arbres. Ensemble, ils grimpent pour le plaisir. Certains ont leur préférence, comme ce cèdre haut de 25 mètres, avec vue sur Loire. Une longue ascension s'annonce. Ça va? Ouais, ça va. Je vais remonter la corde d'accès. Bon, je vais la mettre le plus haut possible. Hein. Encore que, si tu veux faire un peu d'alternance. Ouais, mais on pourra la quitter plus tôt. Cédric ouvre la voie, après commence à poser des cordes d'accès. C'est une activité dangereuse, donc il faut prendre le temps déjà de bien prendre conscience de son matériel, bien le préparer. Ce qui nous importe en tant que grimpeur d'arbres, c'est d'avoir une lecture de l'architecture de l'arbre, de par où on va le grimper, où est-ce qu'on va se poser, de son état sanitaire, de son âge. S'élever jusqu'à la cime d'un arbre, un petit exploit technique et sportif. C'est aussi un jeu, en suspension dans le vide, sautiller de branche en branche comme n'importe quel oiseau, et faire le singe comme n'importe quel enfant. Et le jeu en vaut la chandelle. Une fois en haut, la vue sur le château d'Amboise est féerique. Chacun s'installe à sa guise, un peu comme à la maison, profitant de cette parenthèse aérienne. L'idée de se sentir intégré à cette nature de manière globale en fait. On se sent animaux parmi les autres animaux finalement. Pas cette espèce humaine magnifique, dominante, tout simplement des animaux parmi les écureuils. Ou les oiseaux qui peuvent passer aussi. Je ressens des choses similaires sur l'eau. Quand je suis sur un bateau, la notion de temps disparaît, ou en tout cas elle est plus la même.
Donc là, depuis qu'on est dans l'arbre, on discute, on échange, on partage, on a décidé de manger en haut et on ne sait plus quelle heure il est. Chaque grimpe est une aventure, avec ses photos souvenirs. Croyez-nous, l'expérience vaut la peine d'être vécue. L'été, Cédric et ses amis proposent des sorties et des initiations aux grimpeurs novices. Reste encore à gérer la descente. Retour à Luynes, Joël Miot est quasi incontournable et pourtant il n'est ici que depuis 2006. Après avoir travaillé dans l'édition pendant 10 ans, ce fils d'artiste décide de s'installer à Luynes pour accompagner le projet d'implantation de l'école du cirque Georget. Je suis président du Festival de théâtre en Val de Luynes, qui est un festival qui est né à l'initiative de la ville de Luynes en 2004. J'en suis président depuis 2009 et ce qui me passionne dans ce festival de théâtre, eh bien, c'est découvrir des compagnies, c'est travailler avec des comédiens. Voilà, c'est tout ça, c'est à la fois l'humain et la culture. L'idée du festival de théâtre, c'est de proposer une pièce de théâtre en plein air dans l'enceinte d'un château, d'une demeure privée, qui n'est, hormis les journées du patrimoine, peut-être jamais ouvert au public. Et ce sont de belles rencontres en général entre les propriétaires et puis les compagnies et les bénévoles. Je pourrais citer cette rencontre avec Jean-Christian Fraissinet des Baudins, qui nous fait l'honneur d'être notre parrain cette année et qui viendra en tant que metteur en scène au domaine de la Butte à Luynes pour jouer une pièce de Marivaux. La ville de Luynes a un grand projet qui est cette magnifique grange du XVIIe siècle que l'on peut découvrir dans le bourg de Luynes, qui va devenir une salle de spectacle, une salle de cinéma. Avec Cinéoff, nous allons programmer des films à raison de 2 films par mois. Et puis nous allons essayer de proposer des expositions, à la fois des expositions d'artistes reconnus, connus, pour faire en sorte que cette grange, ce lieu culturel, eh bien, se bâtisse un nom à travers l'agglomération. Et puis aussi proposer aux Luynois, aux personnes amateurs, de pouvoir venir aussi présenter leurs œuvres, parce que c'est aussi le lien social, cette grange. Ça fait aussi partie de cela. On n'oublie pas que nous sommes un petit village, la culture doit être aussi au service des habitants. Quel est le lien entre vous et le cirque qui est à l'entrée de la ville alors? Le cirque Georget s'est installé en 2010 avec le village du cirque de Noël. Je me suis lié d'amitié avec Hervé Georget qui m'a parlé de toutes les idées qu'il avait et puis de cette idée d'école de cirque. Il avait cette idée depuis longtemps avec sa famille et donc j'ai trouvé que c'était une riche idée, une belle idée et j'ai eu envie moi aussi de participer à cette idée d'école de cirque qui est née en 2012 à Luynes. Et si on allait voir ce qui se passe sous ce chapiteau? Le cirque Georget est une institution en Touraine montée par Joël et Hélène Georget en 1982. Attention mesdames et messieurs, voici maintenant les petits avec les foulards. C'est parti! Ce ne sont pas des enfants de la balle, mais ils parcourent la piste avec aisance dès 3 ans. Ouais, très bien. On lève la tête, on sourit. Super. Chez les Georget, la transmission des plaisirs du cirque est un credo depuis plus de 30 ans. Alors naturellement, lorsque Nicolas a souhaité poser ses valises avec femme et enfants, ce fut pour monter son chapiteau et y installer son école de cirque. Staliane, Clarisse, allez vite. Ça, c'est ce que l'on va faire pour le... Pour le quoi? Pour le spectacle. Non, le spectacle. D'accord? Je suis un enfant de la balle, je suis né dans le cirque. Je suis né, mes parents faisaient déjà du cirque, puis on ne sait rien faire d'autre. Et puis on fait déjà le métier qu'on aime, donc c'est déjà pas mal. C'est une passion, avant tout. Quand vous voyez tous ces enfants arriver, même là avec les petits, et qui rentrent dans ce chapiteau, et puis qui ne prennent pas la place de spectateur, ils prennent la place d'artistes, ils vont dans les coulisses, ils traversent la piste, voilà, ils vivent vraiment la passion du cirque. Essaye maintenant de jongler et que ce soit plus fluide, d'accord? Que ce soit vraiment fluide quand on jongle, ok? Allez, vas-y. On aime bien qu'ils commencent un petit peu le cours pendant 10-15 minutes, qu'ils apprennent le jonglage. Et c'est un peu la base du cirque. C'est quand même important que tout le monde puisse savoir jongler, même si c'est à 2 balles, au moins qu'ils fassent le geste correctement. L'échauffement, jonglage, et après on part en atelier libre. Voilà. C'est ça, encore. Ouais, c'est beaucoup mieux. Uniquement faire le beau dans la piste, faire un peu de jonglage ou faire du monocycle, saluer et se faire applaudir. C'est pas que ça. Il y a la route, il y a le montage, il y a les répétitions, il y a les spectacles. C'est tout ça, c'est un ensemble. Et c'est l'avantage que nous on a un petit peu avec le cirque Georget, c'est qu'on peut très bien leur donner les bases ici,
et les faire partir une semaine ou deux en tournée pour qu'ils s'imprègnent vraiment de l'univers du cirque. Victor, lui, y a goûté et suit à présent des cours de perfectionnement auprès de Nicolas. Sous le regard émerveillé de Hans, 3e génération circassienne de la famille Georget. Car dans le cirque, il y a 2 modes de transmission, celle de la passion et celle de la tradition. On ne sait pas si demain le cirque fonctionnera, on ne sait pas si les gens iront encore au cirque, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc si mes enfants veulent faire autre chose, je les aiderai à faire autre chose. S'ils veulent faire du cirque, pour l'instant, ben, malheureusement, c'est bien, ou heureusement, c'est bien parti pour. Donc voilà, on verra. Mais ça serait le plus beau des cadeaux qui reprennent le cirque, ce serait beau. Hop! Et on suit. Allez, encore une découverte grâce à Sébastien Drouet, mon guide du jour. Il s'agit de cet aqueduc gallo-romain juste à la sortie de Luynes. Un édifice remarquable car c'est le plus ancien du Nord-Ouest. Bon, alors là, c'est clair, on a fait un super bond en arrière. Hein. De quelques siècles. Là, on est devant vraiment un petit trésor de Touraine, enfin même un grand trésor. Ouais. Absolument incontournable quand on vient à Luynes, même si c'est en dehors des sentiers battus. Oui. Mais là, on retourne au 2e siècle de notre ère. C'est à ma connaissance le plus ancien monument construit au nord-ouest, en tout cas de la Loire. C'est un pont aqueduc, c'est-à-dire que c'est la partie visible d'un ensemble qui s'appelle un aqueduc, qui avait une partie souterraine aussi. Donc là, il reste 8 arches, il reste 44 piles, il y en avait 90 à l'origine, il en reste 44. Ça fait partie des choses que vous avez, des bâtiments ou des édifices que vous avez découverts en venant justement? Je connaissais un petit peu avant, j'étais venu en famille, parmi mes petits périples découvertes personnelles, et puis je m'étais dit qu'un jour ou l'autre, il faudrait faire un article sur ce sujet, et puis en passant par Luynes, je suis passé par ici. On termine par un petit tour en voiture sur les routes de campagne, direction les Bottes Rouges, une société de boules de fort de Touraine. C'est encore une pépite, tout à côté du château. On grimpe quelques marches pour se retrouver dans la roche et apparemment Sébastien est déjà au boulot pour son prochain papier, impatient d'interroger le président de la société. Elle a toujours été ici, parce que là on est dans un endroit très particulier, c'est quand même le seul, je crois, en Troglo comme ça, la seule société de boules de fort en Troglo. Absolument. Et alors c'est depuis quand ici, à cet endroit précis? Je pense que c'est à peu près de 1850, 1850. Ah oui, tant que ça. Nos anciens avaient acheté cette cave, ils l'ont transformée en jeu de boules en 1850-1860. Ici, ça s'appelle les Grandes Bottes, c'était réservé aux commerçants et aux artisans de l'huile. Donc il fallait 2 parrains pour pouvoir rentrer et être parrainé. Et donc on avait une règle assez stricte, pas de gros mots, assister toujours à l'enterrement, autrement on était pénalisable, il fallait donner la dîme à chaque fois. Donc il y avait plein de règles, pas amener de chien surtout, et surtout pas de femmes. Oh, j'adore, pas de chien et accessoirement pas de femme. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu comment ça fonctionne, hein, parce que c'est un jeu qui est quand même très particulier. Hein. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la pétanque. Les origines, en fait, c'est les Anglais qui nous auraient apporté ça. Donc en remontant avec des gabarres, en remontant la Loire. Donc voilà, ça c'est les origines. Donc ils jouaient pour les occuper, pour occuper les mariniers, en fait, quand il y avait le chômage. Quand ils étaient donc au port, à sec, donc ils jouaient avec des boules de gaillac. Des grosses boules comme des boules de bowling, à peu près. Nos grands-parents, ils jouaient avec ça. Donc 1,5 kg, 1,8 kg à peu près de poids. Et donc on chargeait la boule pour éviter qu'elle ait trop de fort. Là, c'est à l'envers. Ici, c'est le fort. C'est pas mal ce que je vois là. On se dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette balade luynoise vous a donné envie de venir vous aussi découvrir tous ces petits endroits secrets que notre super guide et peut-être super joueur de boules de fort nous a dévoilés. Merci Sébastien, pas mal. Hein, tout le plaisir était pour moi. Merci à vous d'être venu jusqu'à Luynes et à bientôt peut-être. Mais il fait ça parfaitement. À très bientôt, bonne semaine, au revoir. Et c'est pas mal aussi pour la boule. Hein.